je doublerai le montant en donnant 60 000 euros pour 10%. Je vais vous proposer 100 000 euros et je vais être un peu dur pour 15%. Donc moi, je vous propose 400 000 euros pour 20%. Vous prenez un chef d'entreprise qui a besoin d'argent pour financer le développement ou la croissance de son entreprise. En face, un jury de 5 investisseurs qui sont prêts à investir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros dans des projets rentables. Vous saupoudrez le tout de moments de suspense, de tension ou d'émotion. Voilà, en simplifiant, le pitch de départ de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Et la recette a plutôt bien fonctionné car depuis 2020, Qui veut être mon associé, c'est 4 saisons avec autour des 1,6 millions de téléspectateurs par émission, plus de 170 projets présentés et des millions d'euros d'investis. Du moins sur le papier. En préparant cette vidéo, j'étais certain que les sommes annoncées étaient versées et je voulais juste faire une petite enquête pour savoir ce qu'étaient devenus les candidats de l'émission. Mais en étudiant les comptes des entreprises, en épluchant leurs documents juridiques, j'ai découvert des choses, disons-le, plutôt inattendues. Chaque projet a une histoire, chaque entrepreneur un rêve, mais au-delà des promesses, les candidats ont-ils réellement touché les fonds proposés dans l'émission et depuis, comment s'est développée leur activité? À travers le parcours de 3 candidats de la première saison de Qui veut être mon associé, vous allez découvrir si le rêve est devenu réalité ou au contraire si la fiction s'est transformée en cauchemar. Des journées dans la merde. Voilà, je me présente, je m'appelle Mehdi Barka, j'ai 35 ans. Mehdi a présenté son projet à Marc Simoncini, Catherine Barba, Marc Vanov, Frédéric Mazzella et Delphine André lors de la toute première émission de Qui veut être mon associé. Comme le nom de l'entreprise l'indique, son activité est à la fois simple et pour autant super intelligente, la réparation de bagages. Avec un G et pas deux comme dans le nom de l'entreprise. Si vous ne l'avez jamais vécu, dès que vous prenez l'avion, vous avez un risque de retrouver votre valise abîmée. Alors qu'est-ce qui casse sur une valise, principalement? Qu'est-ce qui casse? Les roues? Les fermetures éclairs, moi je dis. Moi je pète les serrures parce que j'oublie les codes. L'idée de Mehdi, c'est pourquoi ne pas réparer cette valise plutôt que de la remplacer. Économique, rapide et écologique, sur le papier, le concept a tout pour devenir une réussite. Et en arrivant devant le jury lors de l'émission, Mehdi s'est présenté comme le leader français sur ce marché. Et il a aussi annoncé qu'il n'avait investi que 2 000 euros au départ, que son effectif était passé de 2 à 20 salariés en juste 2 ans et qu'aujourd'hui, enfin en 2019, il réalisait un chiffre d'affaires d'1,8 million d'euros. Aujourd'hui, je fais 1,8 million. À l'origine, l'activité d'SOS Bagages était à Tremblay, mais depuis, il a aussi créé une boutique avenue Victor Hugo à Paris. Et comme des valises cassées, il en existe partout en France, Mehdi a aussi un site internet et un contrat avec un transporteur pour réparer les valises provenant de toute la France. Et comme tout bon businessman, Mehdi a plusieurs cordes à son arc et le chiffre d'affaires d'SOS Bagages est composé de 3 activités. La réparation de bagages pour laquelle il a un contrat d'exclusivité sur 5 ans pour les pièces détachées avec les principaux fabricants. Et comme une valise n'est pas toujours réparable, il vend également des bagages des marques qu'il répare. Et comme Mehdi veut quand même manger à tous les râteliers, il a aussi créé une marque de bagages low cost. Ah ouais, vous faites tout quoi. Ouais, moi je fais tout. Au niveau de la rentabilité des activités, il réaliserait selon ses dires une marge de 30% sur la vente de bagages et surtout de 80% sur la réparation. Plutôt intéressant tout ça sur le papier et dans le discours jusqu'au moment où Mehdi annonce son résultat. Avec 1,8 million d'euros de chiffre d'affaires réalisé sur une année, la société n'arrive à sortir qu'un résultat compris entre 30 et 40 000 euros après impôt. Un peu faible quand même. Mais Mehdi veut se développer. Il veut donc créer 2 magasins à Opéra et Saint-Honoré. Et pour ça, il propose au jury 5% pour 100 000 euros. Oui, 5% pour 100 000 euros. Ça veut dire 100% de la société pour 2 millions d'euros. Mehdi valorise sa boîte qui, je vous le rappelle, ne fait qu'un bénéfice de 40 000 euros à 2 millions d'euros. C'est-à-dire 50 fois le résultat quand même. Alors, d'après vous, est-ce qu'un investisseur s'est laissé tenter? C'est super, hein? Ouais, c'est top. Pour Delphine André, l'activité de réparation de bagages est une activité de niche qui ne justifie pas cette valorisation. Mais je pense pas non plus que ce soit quelque chose qui soit très extensif. Pour vous expliquer, normalement, le fonds de commerce d'une société est valorisé autour des 5, 6, 7 fois le résultat quand on considère que l'activité est linéaire dans le temps. Alors, valoriser une société 50 fois le résultat, ça voudrait dire qu'on est face à une start-up qui va voir dans les prochaines années son chiffre d'affaires exploser. Ça ne paraît pas être le cas ici et c'est pour ça que Delphine André a passé son tour. Pour Frédéric Mazzella, il y a trop d'activités différentes dans l'entreprise entre la réparation, la vente de bagages de marque,
marque et la création d'une marque propre low cost, ce qui fait qu'il ne sait pas réellement combien gagne chaque activité et surtout si elles sont toutes rentables, et c'est pour ça qu'il ne fera pas d'offres. Il faut se focaliser sur une chose qui marche. Pour Catherine Barba et Marc Simoncini, Mehdi n'a pas besoin d'un apporteur de fonds, mais plutôt d'un associé qui va devoir s'investir personnellement pour repenser le business autour de la réparation et aussi canaliser Mehdi qui semble un peu s'éparpiller. Et comme ça ne paraît pas logique de s'investir personnellement dans une société en ayant juste 5% du capital, ils ont eux aussi passé leur tour. Je suis convaincue que c'est beaucoup moins d'argent dont vous avez besoin que de conseils d'un mentor qui n'est pas moi dans cette assemblée. Et enfin, il reste Marc Vanov. Eh bien, Marc Vanov a fait une offre. 100 000 euros, comme demandé par Mehdi, mais pas pour 5% du capital, mais pour 10% de la société. Vous demandiez 100 000 et Oui. c'est 5%. 5%, c'est ça. 10% me semblerait plus approprié parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi les conseils qu'on va amener. Ça veut dire que Marc Vanov valorise quand même SOS Bagages à 1 million d'euros et je pense que vous devez vous en douter, Mehdi a accepté la proposition. Je le sens vraiment bien, sincèrement. Hein. En plus, je pense que tu as assez grande gueule pour le canaliser. L'émission s'arrête ici, mais qu'est-ce qui s'est passé dans les faits après? Alors déjà pour commencer, j'ai voulu vérifier si tout ce qui nous a été montré dans l'émission existait bel et bien. Et la réponse est oui. L'activité d'SOS Bagages existe bien et elle appartient à une société qui s'appelle aussi SOS Bagages. Comme c'est original. Cette société a été créée en 2012 avec un capital de 2 000 euros. Elle a pour activité la réparation d'articles de voyage et à l'origine, Mehdi était associé à 49% dans la société et il avait 2 autres associés. Son épouse et au vu du nom de famille, je pense son frère ou son cousin. 3 ans plus tard, en 2015, Mehdi a racheté les titres de son frère ou de son cousin, ce qui fait que sa société appartient à 2 personnes, à 75% à Mehdi et à 25% à son épouse. Et à ce moment-là, sûrement dans le projet de développer d'autres activités ou peut-être même de revendre leur société, Mehdi et son épouse ont apporté leur titre de la société SOS Bagages à une nouvelle société SOS Bagages Group. Ça veut dire que cette société SOS Bagages Group appartient à 75% à Mehdi et à 25% à son épouse et cette nouvelle société qu'on appelle une holding détient 100% de SOS Bagages. Et à cette date, donc fin 95, le commissaire aux apports qui est intervenu dans la création de la société SOS Bagages Group valorise la société d'exploitation SOS Bagages à 175 000 euros. On est pour le moment très loin des 2 millions d'euros annoncés et des 1 million de valorisation proposées et pourtant ensuite jusqu'à l'émission il ne se passera pas grand chose dans la vie de la société. J'ai par contre réussi à récupérer les comptes de l'année 2019 d'SOS Bagages et donc je peux vous confirmer que Mehdi n'a pas menti sur les chiffres lors de l'émission, son résultat est bien de 40 000 euros. Mehdi passe dans l'émission Qui veut être mon associé, il reçoit une proposition de Marc Vanov, mais de mon côté, lorsque je regarde les documents juridiques que j'ai pu trouver, il ne s'est rien passé. La société a continué son activité, existe toujours aujourd'hui, mais aucune trace de Marc Vanov et de son argent. Je le sens vraiment bien, sincèrement. Hein. Pour vous prouver ce que je dis, regardez par exemple ces 2 actes juridiques de 2017 et de 2023. Il est indiqué en toutes lettres que la société SOS Bagages est une société unipersonnelle et qu'elle n'appartient qu'à la société holding SOS Bagages Group. Donc Marc Vanov n'est jamais rentré au capital de cette société entre 2017 et 2023. Vous allez me dire peut-être qu'il ne s'est pas associé dans la société fille mais dans la société holding, c'est-à-dire dans le capital de SOS Bagages Group. Eh ben non. Dans les documents juridiques de 2023 de la holding SOS Bagages Group, les 2 seuls associés qui apparaissent sont Mehdi et sa femme. Là encore sur la holding, aucune trace de Marc Vanov ou d'une société qui pourrait le représenter. À un moment, pour être certain de ne pas passer à côté de quelque chose, je me suis même dit qu'ils avaient peut-être créé ensemble une autre structure qui n'avait rien à voir avec SOS Bagages. J'ai donc cherché si Mehdi n'avait pas créé d'autres sociétés. Alors oui, un certain nombre, mais toujours sur le même principe, juste avec son épouse. Là encore, aucune trace de Marc Vanov. Pour vous dire la vérité, j'ai même tenté, sans grande conviction, de joindre Mehdi sur les réseaux sociaux pour essayer de confirmer mes conclusions. Mais, et je peux tout à fait le comprendre, je n'ai eu aucun retour de sa part. Donc au final, j'ai l'impression qu'il n'y a eu aucun investissement dans cette affaire. Marc Vanov a bien fait une proposition lors de l'émission, mais elle ne s'est jamais concrétisée. Pour quelle raison, à cause de qui, je ne pourrais pas vous le dire, mais ma seule certitude, c'est qu'à 1 ou 2 millions d'euros,
Pour moi, l'entreprise était clairement survalorisée. Car si vous regardez les 4 dernières années, la société a réalisé un résultat de 40 000 € en 2019, une perte de 27 000 € en 2020, ce qui est logique avec le Covid, et ensuite un résultat de 8 000 € en 2021 et de 20 000 € en 2022. Donc rien ne justifie la valeur annoncée. La société a bien des réserves accumulées depuis le départ pour à peu près 300 000 €, mais même en valorisant le fonds de commerce que Mehdi a créé, je pense qu'on peut difficilement dépasser une valorisation qui serait comprise autour des 500 000 €. Est-ce que c'est pour ça que Mark Vanhoff n'a pas investi au final? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui nous a été vendu dans l'émission semble mensonger avec cette première société. Donc on va vérifier tout de suite avec un second candidat si cette fois la promesse d'investissement a été tenue. Je suis Gilles Gallo, fondateur de Solar Brothers. Gilles a présenté son projet aussi à 5 investisseurs, mais par rapport à Mehdi, il y a un changement. Frédéric Mazzella est remplacé par Eric Larchevêque. Pour en revenir à la société, comme son nom l'indique, Solar Brothers est une entreprise ayant un lien avec le soleil, mais rien à voir avec le photovoltaïque. L'idée ici est toujours de surfer sur la vague écologique en proposant une énergie gratuite et inépuisable, mais pas dans un objectif de la transformer en électricité, mais plutôt d'utiliser le soleil pour créer de la chaleur. Utilisant principalement l'énergie solaire concentrée. Et pourquoi créer de la chaleur, me diriez-vous? Principalement pour chauffer des plats. Et c'est pour ça que lors de sa présentation, Gilles va présenter plusieurs produits comme un briquet solaire, un allume-feu solaire, mais surtout un barbecue solaire et un four solaire. L'air de rien, 3 des produits créés par Gilles ont reçu une récompense au concours Lépine de 2017, 2018 et 2019, ce qui est quand même un signe d'un certain savoir-faire. L'idée de Solar Brothers est d'avoir des produits simples et ludiques en direction des particuliers et point quand même assez surprenant, les plans des inventions sont à la disposition de tous en téléchargement gratuit sur le site internet du fabricant. Bizarre quand même, et vous allez peut-être aussi vous interroger sur l'intérêt d'un four ou d'un barbecue solaire. Et ben, même si la cuisson est plus lente, Rajoutez 30 minutes à vos temps de cuisson. Comme il n'y a pas de flamme et pas de fumée, vous pouvez chauffer vos aliments n'importe où, même à la plage, dans une forêt ou sur un bateau. Oui, même sur un bateau, pourquoi pas? Au cours de l'émission, Gilles avoue aussi qu'il avait créé une première société dans ce domaine il y a une quinzaine d'années, mais malheureusement... C'est une première expérience qui a duré 10 ans, sur laquelle qui s'est finie sur une faillite. Mauvaise expérience, mais il précise aussi qu'il ne fera pas 2 fois la même erreur et que sa nouvelle société, celle qu'il présente Solar Brothers, est déjà rentable et qu'elle a toujours été à l'équilibre, c'est-à-dire qu'il n'a jamais perdu d'argent. Les chiffres sont donc dans le vert et la croissance de l'activité serait de 70% par an grâce principalement à un développement chez les revendeurs comme Nature et Découverte et aux Vieux Campeurs, quelques distributions à l'international et 20% de son chiffre d'affaires est aussi réalisé par la vente en direct via son site internet. Selon ses dires, la société avait réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 310 000 €, une marge autour des 60% et un résultat de 27 000 € avec un effectif de 2 personnes. Et pour 2020, Gilles projette 450 000 € de chiffre d'affaires. Concernant le capital de la société, Gilles annonce être propriétaire à hauteur de 40%, Gatien, son associé, aurait 20%, une directrice artistique aurait elle 10% et plusieurs personnes de la famille et des amis possèdent 30%. Et après, c'est une kyrielle de love money qui se répartissent les 30%. D'accord. Mais de combien d'argent a besoin Gilles? Je recherche 75 000 € pour 5% de part de ma société. Dans un objectif d'attirer d'autres investisseurs afin de récupérer en tout entre 500 et 600 000 €. Rien que ça, plus d'1 an de chiffre d'affaires. Et avec cet argent, Gilles souhaite premièrement développer des produits complémentaires pour atteindre une gamme de 12 produits différents, mais aussi se développer à l'international. Imaginez quand même juste un instant, 75 000 € pour 5% du capital, ça veut dire que Gilles valorise sa société à 1,5 million d'euros, c'est-à-dire là encore plus de 50 fois son résultat. Est-ce qu'un investisseur va trouver ce chiffre cohérent? Je vous donne la réponse tout de suite. Pour commencer, Catherine Barba est intéressée par l'idée, mais pas par les produits. Je m'emballe pas sur les produits, je sais pas pourquoi. Elle a aussi trouvé des avis clients sur Internet pas super positifs, principalement en raison du temps de cuisson nécessaire qui est quand même largement augmenté. Moralité, elle ne donnera pas suite. Delphine André, elle trouve que la valorisation est largement surestimée. Ça valorise l'entreprise à 55 fois ses résultats, c'est quand même beaucoup.
Et en plus, pour elle, les produits sont facilement copiables, surtout quand les plans sont mis à la disposition de tous, et c'est pour ça qu'elle ne fera aucune proposition. Éric Larchevêque trouve lui qu'il y a un gros travail à faire sur la marque, qu'il faut homogénéiser la présentation des produits et qu'il devrait s'impliquer personnellement pour aider l'entrepreneur. On ne voit pas d'unité de marque, donc il y a du travail là-dessus. Sauf que, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, on ne s'implique pas quand on n'achète que 5% d'une entreprise. Et à ce moment-là de l'émission, il ne donne pas sa réponse, mais passe la main. Marc Simoncini adore le nom, la typo, le logo et l'idée même des produits et il est emballé par le projet. Moralité, il ne propose pas 75 000 € pour 5% de la société, mais 150 000 €, donc le double, pour le double de participation, c'est-à-dire au moins avoir 10% de votre boîte. Marc Simoncini valide donc la valorisation de l'entreprise. Et l'air de rien, cette proposition coupe l'herbe sous le pied à Marc Vanov, qui voulait lui aussi proposer 10% du capital, mais pour moins que les 150 000 € demandés par Gilles. Et donc, il ne fera pas de proposition. Et on revient à Éric Larchevêque, qui mettrait bien un ticket complémentaire en plus de Marc et propose de rajouter 75 000 € pour 5% du capital. Et bien entendu, Gilles accepte les offres et repart de l'émission avec cette double proposition. Donc un total de 15% pour 225 000 €. Mais au final, est-ce que cette fois l'argent a réellement été investi? On va vérifier ça tout de suite. Il a l'air content, Gilles, hein, je vois ses yeux qui brillent. Déjà, la société Solar Brothers existe bel et bien. C'est une société qui a été créée en 2016 et à l'origine, peut-être en raison de la liquidation de l'entreprise précédente, Gilles n'apparaît même pas dans le capital. Cette société est créée avec un capital de 100 000 titres à 1 centime, c'est-à-dire juste 1 000 €, et Gatien, que Gilles avait présenté comme son associé, à 87% de la société et une autre personne à 13% de Solar Brothers. Entre 2016 et 2017, Gatien va vendre une partie de ses titres et c'est à ce moment-là que Gilles entre au capital. Gatien cède 63% de la société, c'est-à-dire 63 000 titres, et Gilles en rachète 50 000 et l'épouse de Gilles 13 000. Pour quel prix, je ne sais pas, mais un an plus tard, en 2018, une opération va nous permettre de connaître la valeur de la société Solar Brothers et cette opération, c'est une augmentation de capital. Mais au fait, une augmentation de capital, c'est quoi? Pour vous expliquer simplement, c'est une opération que l'on réalise assez souvent quand on souhaite faire entrer de nouveaux associés dans une société. Pour schématiser, l'opération se fait en 3 temps. On va valoriser la société pour déterminer le prix d'entrée des nouveaux actionnaires. Ensuite, la société va créer des nouveaux titres sur la base de la valorisation pour permettre aux actionnaires de rentrer. Et enfin, les nouveaux actionnaires achètent les titres qui ont été créés et versent en contrepartie l'argent à la société. On se retrouve donc avec plus d'actionnaires dans la société, mais comme les nouveaux actionnaires ont injecté de l'argent dans cette structure, les anciens actionnaires sont toujours propriétaires de la même somme. Alors, je sais, ça peut être un peu nébuleux pour le moment, mais ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre avec la première augmentation de capital de Solar Brothers. Oui, la première, il y en aura d'autres après. Donc, le 13 décembre 2017, la société Solar Brothers va procéder à une augmentation de capital. Et le capital va passer de 1000 à 1237,20 € par l'émission de 23 720 nouvelles actions. Mais même si l'action a une valorisation officielle d'1 centime, le prix à payer pour obtenir cette nouvelle action sera de 5 €. Ça veut dire qu'avant cette augmentation de capital, la société Solar Brothers est valorisée à 500 000 €, les 100 000 titres initiaux fois 5 €, et les nouveaux actionnaires vont apporter à la société 118 600 € en échange des nouveaux titres, c'est-à-dire 23 720 actions fois 5 €. Comme la société récupère cet argent, elle ne vaut plus techniquement 500 000 € pour 100 000 actions, mais 618 600 € pour 123 720 actions. Et par exemple, Gilles, qui possédait 50% d'une société qui valait 500 000 € avant l'opération, c'est-à-dire 250 000 € pour lui, possède après l'opération 40,58% d'une société qui vaut dorénavant 618 600 €, c'est-à-dire qu'il possède toujours 250 000 €. Gilles a donc fait rentrer d'autres actionnaires dans la société. De son côté, il n'a pas perdu d'argent, mais par contre, l'entreprise, elle, a récupéré 118 600 € pour continuer son activité. Alors, au fait,
fait, pas tout à fait, car une personne n'a pas participé à l'augmentation de capital. La création des nouveaux titres a été limitée à 23 620 actions et la société a récupéré dans les faits 118 100 €. Il y a donc eu cette première augmentation de capital en décembre 2017 et quelques mois plus tard, en août 2018, il va y avoir une seconde opération. La société va créer 10 000 nouvelles actions au prix de 5 € et le capital va passer de 1 236,20 € à 1 336,20 €. La société est donc valorisée à 668 600 € après l'opération et Gilles ne détient plus que 37,4% de la société. Une première augmentation de capital en 2017, une deuxième opération de capital en 2019 et c'est pas fini car en octobre 2019, juste avant l'enregistrement de l'émission Qui veut être mon associé, une troisième augmentation de capital va avoir lieu. Au cours de cette opération, il va y avoir la création de 22 072 actions et le capital va donc passer de 1 336,20 € à 1 556,92 €. Mais cette fois, chaque action n'est pas valorisée à 5 € mais à 10,10 €. Ça veut dire qu'après cette opération, la société est composée de 155 692 titres valorisés chacun à 10,10 €, c'est-à-dire au final un peu plus d'1,5 million d'euros, ce qui correspond exactement au prix annoncé dans l'émission. Et à cette date, Gilles détient 50 000 actions et son épouse 13 000, c'est-à-dire qu'à eux deux, ils détiennent 40,40% de la société, là encore le chiffre qui a été indiqué durant l'émission. Au cours de mes recherches, j'ai aussi pu récupérer les chiffres de 2018 et de 2019 de Solar Brothers et là encore ça correspond à ce qui a été présenté. Enfin, presque. La société a bien réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 309 000 €, une marge moyenne autour des 60% et un bénéfice de 27 000 €. Ça, c'est bon, mais par contre, Gilles a juste oublié de dire qu'en 2019, son chiffre d'affaires n'a quasiment pas augmenté. On est à 315 000 € et surtout, l'entreprise a perdu près de 100 000 €. La boulette. Mais est-ce que ça a freiné Éric Larchevêque et Marc Simoncini? Si les deux membres du jury ont respecté leurs propositions, je devrais retrouver normalement leur nom ou le nom d'une société qui les représente dans une augmentation de capital qui aura lieu après l'émission. Et la prochaine opération juridique, elle a eu lieu quelques mois plus tard en février 2020. Il y a eu à cette époque une toute petite augmentation de capital, mais malheureusement, Éric et Marc n'y ont pas participé. En février 2020, la société va créer 4 670 actions, toujours valorisées au prix de 10,10 €, ce qui va permettre à la société de récupérer juste 47 000 €. Une toute petite augmentation avant celle bien plus importante de juin 2021. Nous sommes 1 an et demi après l'émission. Et à cette date, après sûrement d'énormes négociations, la société va enfin augmenter significativement son capital. Je vais vous passer les détails du document juridique qui fait 60 pages, mais je peux vous confirmer que la société a bien touché, comme annoncé dans l'émission, la somme de 526 522 €. Par contre, encore une fois, je n'ai trouvé aucune trace d'Éric Larchevêque et de Marc Simoncini. Plusieurs fonds ont participé à l'opération comme Engie Rassembleur d'énergie ou Mandarine Capital Solidaire, mais je n'ai pas trouvé de lien entre ces deux fonds et les deux investisseurs. J'ai donc encore une fois le sentiment que l'émission serait presque une télé-réalité ayant pour seul objectif de faire la publicité des entreprises candidates et qu'avec les propositions finales, on nous vend du vent. Je le sens vraiment bien, sincèrement. Mais comme j'avais prévu de vous parler de 3 candidats au cours de cette vidéo, je vais quand même continuer mon enquête et j'espère que cette fois, les investisseurs vont respecter leur engagement. Je m'appelle Sarah, j'ai créé l'entreprise Constant et Zoé en 2015 à Lyon. Et elle a présenté son projet aux 5 mêmes investisseurs que Gilles. Pour résumer son parcours, elle a créé 4 ans avant l'émission son entreprise Constant et Zoé en raison de la maladie de son frère. Mon frère s'appelle Constant, il est polyhandicapé depuis la naissance. Ces années d'expérience, si on peut appeler ça ainsi, lui a permis de remarquer qu'il était très difficile d'habiller au quotidien une personne immobile. Imaginez un instant, il faut arriver à le porter, à bouger des membres parfois inertes tout en essayant d'enfiler le vêtement. Une gageure. Ce qui fait qu'il existe sur le marché des vêtements dits médicaux pour faciliter le quotidien. Sauf qu'en règle générale, ces vêtements sont pas super jolis. On pourrait même dire plutôt moches. J'avais envie de vêtements jolis et pas de vêtements médicaux. Et donc Sarah a décidé de créer une marque de vêtements spécialisée pour les handicapés et les aidants, Constant et Zoé. Constant le nom de son frère et Zoé pour vie en grec.
Et si vous vous demandez s'il existe un marché, l'air de rien, en 2019 en France, le handicap représentait un peu moins de 10 millions de personnes touchées, dont 10% avec une mobilité réduite. Aujourd'hui, le marché, c'est quasiment 400 millions d'euros en France et on a 2 concurrents. La clientèle existe donc bel et bien et pour être au plus près des consommateurs, Sarah avait effectué en 2019 des ventes éphémères dans une centaine d'établissements et elle vendait aussi ses produits sur son site internet. Son objectif de croissance à moyen terme est d'augmenter le nombre des ventes éphémères à 2000 et d'atteindre les 40 000 clients d'ici 3 ans. Par toutes les informations qu'elle donne lors de l'émission, Sarah vend du rêve. Mais quand on en arrive à la réalité du terrain, les chiffres d'affaires annoncés sont faibles. 23 000 € la première année en 2015, 37 000 € la seconde année, 84 000 € en 2018 et 200 000 € en 2019. Avec ces chiffres, l'entreprise est en perte chaque année, elle n'a donc jamais gagné d'argent et son point mort, c'est-à-dire le chiffre d'affaires à atteindre pour payer toutes les charges, serait d'1,2 million d'euros. Et Sarah pense atteindre ce chiffre dans 3 ans. Multiplier son chiffre d'affaires par 6 en 3 ans, c'est quand même un beau challenge. Et pour justifier cette évolution, Sarah explique au jury que les 2 premières années, elle s'est occupée à la fois de son entreprise et de son frère, qui a eu pas mal de recherches pour trouver les bons produits et que dorénavant la machine est réellement lancée et qu'elle va tout exploser. Et pour développer son activité et couvrir les pertes des 3 prochaines années, Sarah cherche 500 000 € en tout et... Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire partie de cette aventure pour 10% de l'entreprise en investissant 200 000 €. Ce qui veut dire que Sarah valorise actuellement sa société qui, je vous le rappelle, n'a jamais gagné d'argent, à 2 millions d'euros. Alors, si vous avez la chance de retrouver l'extrait de l'émission, vous vous rendrez compte qu'il y avait une atmosphère étrange sur le plateau. Ah ben merci, pas de m'avoir mis les larmes aux yeux. Je suis désolée, mais j'y arrive pas. Mais merci pour votre sincérité et pour votre soutien. Merci. Les investisseurs ont plus été touchés par Sarah, par son histoire et le message qu'elle délivre, plutôt que par les chiffres. Mais investir, c'est dépenser de l'argent, du vrai. Donc, est-ce que le jury a fait des propositions sous le coup de l'émotion? Catherine Barba était la première à parler. C'est bon. D'accord. Bien entendu, elle souhaite aider Sarah, mais elle sait aussi que l'activité n'est pas rentable. Elle attend donc les autres propositions pour faire une sorte de complément. Delphine André, elle, a la voix tremblante et elle est presque en larmes quand elle parle. À la société, on dit tous il faut qu'on s'occupe, et puis on le fait pas. Et je pense qu'il faut le faire. Merci. Elle veut donc aussi aider Sarah pour les mêmes raisons que Catherine, mais passe la main pour le moment. Éric l'archevêque est plus terre à terre, considère que Constant et Zoé peut fonctionner et il propose 75 000 € sans annoncer le pourcentage qu'il souhaite avoir. Moi, je vais vous faire une proposition. Voilà, je peux prendre 75 000 €. Marc Simoncini prend alors la parole et dit voir en Sarah comme un véritable entrepreneur. Et même s'il n'y connaît rien dans textile, il lui propose de l'accompagner sans annoncer lui non plus de chiffres. Évidemment que je vais vous accompagner dans dans cette galère, mais non, dans ce bateau. Au final, tous les investisseurs se concertent, y compris Marc Vanov, et ils proposent tous d'aider Sarah. Et après quelques échanges, la proposition finale tombe. Donc ça fait 5 fois 50 000 €. Donc ça fait 250 000 €. Pas de négociation sur le pourcentage, une valorisation à 2 millions d'euros pour une boîte qui n'a jamais gagné d'argent. La société Constant et Zoé a-t-elle réellement reçu cette somme? Et qu'en est-il de l'activité aujourd'hui? Surprise. Je le sens vraiment bien, sincèrement. Alors, je vais pas vous le cacher, mais j'ai eu un peu de mal à retrouver cette société car la structure qui gère la marque Constant et Zoé ne s'appelle pas Constant et Zoé, mais SDSG. Oui, SDSG. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est le nom que j'ai retrouvé sur le dépôt de la marque. Et cette société, elle a été créée le 30 décembre 2014. Son capital est de 1000 actions à 10 € et elle appartient à 100% à Sarah. Sarah l'a annoncé dans l'émission, elle n'a jamais gagné d'argent et donc très vite, la société a eu besoin de liquidité et il y a donc eu une première augmentation de capital en juin 2017. Dans le document juridique qui valide l'opération, il est indiqué que les besoins en fonds propres, donc en trésorerie, sont de l'ordre
autour de 200 000 € et que le capital va être augmenté de 150 actions au prix de 550 € l'action. La société est donc valorisée à ce moment-là en 2017 à 550 000 € et grâce à l'augmentation de capital, SDSG va récupérer 82 500 € de trésorerie et 2 nouvelles personnes entrent au capital de la société. Quelques mois plus tard et avec toujours la même valorisation, une seconde augmentation de capital va avoir lieu avec la création de 218 actions, toujours au prix de 550 €. Le capital passe alors à 13 680 € et la société récupère 119 900 € de cash. Entre les 82 500 € et les 119 900 €, on arrive à nos 200 000 € d'argent frais et la société peut continuer son activité quelques années. Les affaires suivent leur cours, Sarah passe dans Qui veut être mon associé et une seconde augmentation de capital aura lieu en décembre 2019, juste après l'enregistrement de l'émission. Dans le document juridique de l'augmentation de capital, la société parle d'un besoin de trésorerie supplémentaire de 500 000 € et elle décide de créer 463 nouvelles actions au prix unitaire de 1096,49 €. La société est donc valorisée avant l'opération à 1,5 million d'euros. Les 1368 titres multipliés par le prix de 1096,49 € et Constant et Zoé va récupérer 507 675 €. Les 463 actions créées multipliées par ce même prix de 1096,49 €. Les chiffres correspondent presque à ce qui a été annoncé dans l'émission, mais est-ce que cette fois le jury a participé à l'augmentation de capital ? Pour le coup, j'ai été surpris, mais la réponse est oui et même plus. En regardant la liste des souscripteurs, on apprend qu'Éric Larchevêque, Marc Vanov, Marc Simoncini et Catherine Barba ont apporté chacun 50 438,54 €, c'est-à-dire exactement ce qui a été proposé dans l'émission. Par contre, Delphine André, elle n'a pas apporté 50 000 € ni 100 000 €, mais 150 219,13 €, c'est-à-dire 3 fois la somme annoncée. Constant et Zoé a donc réussi à récupérer fin 2019 l'argent espéré pour se développer, mais malheureusement tout ne s'est pas passé comme espéré. Alors je n'ai pas eu accès au compte de la société, mais j'ai la conviction que sûrement en partie à cause du Covid et de l'impossibilité d'organiser des ventes éphémères dans les établissements, les pertes se sont accumulées. Et le 20 décembre 2022, les associés se sont réunis pour voter la continuité de l'activité malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social. En simplifiant, ça veut dire que les 200 000 € récupérés en 2017 et les 500 000 € récupérés en 2019 ont été entièrement cramés au 30 juin 2022. Et comme la société était en difficulté, 6 mois plus tard, en mai 2023, une procédure de sauvegarde est ouverte à l'encontre de la société SDSG. Une procédure de sauvegarde, ça veut dire que la société n'arrivait plus à payer l'ensemble de ses charges et donc de ses fournisseurs. Et malheureusement, le 7 mars 2024, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société. Aujourd'hui, Constant et Zoé n'existent plus, Sarah n'a pas réussi son pari et les investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé ont perdu pour de vrai 350 000 €. Je ne sais pas si on peut trouver une morale à cette histoire, mais dans le monde des affaires, argent et sentiments font rarement bon ménage. Et si vous souhaitez une autre preuve, je vous retrouve tout de suite sur cette vidéo où je vous explique l'histoire de la très longue descente aux enfers de vodka. Un entrepreneur, c'est ça. C'est quelqu'un qui, quand il est face à un problème, plutôt que d'abdiquer, se dit il y a une opportunité de le résoudre.